Pour partir en grande, on a pensé inviter M. Malek Etzbi, qui est un spécialiste de la logistique de vaccination. Il est médecin, il a fait son MBA également aux États-Unis et il a travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé pour les Nations unies. Donc, il a une vaste expérience de logistique en vaccination et on pensait cette saison de commencer avec quelque chose d'un peu différent, pour diversifier comme étant un peu notre mission depuis 1 an et demi maintenant, de diversifier les activités du pôle santé. Et donc, c'est dans ce courant que nous avons pensé l'inviter et il nous a fait l'honneur d'accepter cette invitation. Et donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour cette magnifique présentation sur les programmes de vaccination et les enjeux de logistique en situation d'urgence à travers l'exemple d'Haïti et du Pakistan. Merci Denis. Je me permets de te tutoyer. Merci pour ta présentation. Bonjour tout le monde. Bonjour les gens. On m'a parlé de 70 personnes qui sont en ligne. Bonjour les gens qui sont en ligne. Je suis très content d'être là. Je suis sincèrement ravi d'être là. Je pense que je peux me considérer comme quelqu'un d'assidu. J'assiste à la majorité des séminaires ici, qui sont organisés d'une façon magnifique par tant de départements. J'ai eu l'occasion de collaborer avec certains de tant de départements, comme merci Nadia, merci Raphaël. Donc je suis vraiment ravi d'être là et je pense que le mot n'est pas trop fort. Je suis même honoré d'être parmi vous, vraiment. Je viens de revenir d'une mission de 3 ans et demi au Pakistan. Où je me suis occupé de la logistique des vaccins, mais je me suis occupé au-delà de la logistique, je me suis occupé de la coordination de 4000 vaccinateurs dans le pays, dans toutes les provinces, pour l'éradication de la polio. Donc je vais vous parler de la vaccination, de la logistique de vaccination, mais aussi coordination des vaccinateurs. Et avant ça, j'étais en Haïti, j'ai fait la logistique de vaccins au niveau de la zone métropolitaine, c'est-à-dire Port-au-Prince et les alentours, après on m'a donné le pays entier. Avant ça, j'ai fait pas simplement la logistique vaccination, mais la réponse aux urgences. On a fait le tremblement de terre, on a fait le choléra. Donc, je vais vous parler aujourd'hui spécifiquement de la logistique de vaccination à travers des situations d'urgence comme concrètement le Pakistan et Haïti. On m'a demandé de parler de mon expérience très rapidement. Je suis, pas répéter ce qu'a dit Denis, je suis médecin de formation. J'ai fait ma médecine générale en Algérie, le pays que je chéris le plus au monde, mon pays d'origine. Après ça, j'ai fait mon MBA aux États-Unis, à Washington. D'ailleurs, je suis resté 16 années, je viens de Washington, ça fait 16 ans que je suis à Washington. J'ai fait un MBA avec une spécialité marketing et management. Il y a deux volets, le volet académique et le volet expérience professionnelle. Le volet expérience professionnelle, il y a deux entités. Il y a une entité privée et une entité business et une entité santé publique. Alors, l'entité business, très rapidement, j'ai fait la gestion produit dans l'industrie pharmaceutique. J'ai aussi enseigné aux États-Unis pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans. J'aime beaucoup former les jeunes et les moins jeunes. J'aime la formation. Donc j'ai fait la formation, j'ai enseigné aux États-Unis, j'ai fait de la santé publique par accident, je suis arrivé par accident à la santé publique, où j'ai fait, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai fait du supply chain management, la distribution de médicaments, vaccins, etc. J'ai travaillé dans 2 départements à l'OMS, j'ai travaillé dans le département médicaments et j'ai travaillé dans le département vaccins. Donc je connais un petit bout dans les médicaments, un petit bout dans les vaccins. Dans les médicaments, j'étais responsable, j'étais le point focal pour ce qu'on appelle le fonds stratégique, au bureau régional de Washington à l'OMS. Le fonds stratégique, en 2 mots, j'étais responsable pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes. C'est un mécanisme de distribution de médicaments en utilisant une économie d'échelle, achat groupé, avoir des médicaments moins chers et de bonne qualité. De bonne qualité pourquoi? Parce qu'ils passaient par nous pour passer par la préqualification de l'OMS. Donc moins cher et de bonne qualité. Et moi, j'étais responsable d'expliquer la valeur ajoutée de ce mécanisme de distribution au niveau de la région. Donc, fonds stratégique pour Amérique latine et Caraïbes. Le département vaccination, j'ai travaillé aussi dans la région Amérique. J'ai travaillé aussi dans la région Méditerranée orientale au Pakistan. Le Pakistan dépend du bureau régional au Caire. Et donc, j'en reviens du Pakistan où on a lancé, je me suis occupé de la logistique de la rougeole dans le pays. Et après, on m'a demandé de prendre en charge l'équipe de vaccinateurs mobiles pendant 3 ans et demi. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui.
Donc voilà un peu, si vous voulez, pour mon expérience. Je vous dis rapidement la structure de l'OMS. Il y a une direction générale qui est à Genève. Il y a 6 bureaux régionaux. J'en ai travaillé dans 2, la région Amérique et la région Méditerranée orientale. J'ai failli travailler à la région Afrique, ça ne s'est pas fait récemment. Je pense que ce qui est important pour l'audience, nos amis en ligne, mais ici aussi, parce qu'on me pose souvent la question quand je fais des séminaires sur nos activités, c'est les sous, l'argent, comment on fait? Pour me dire comment vous faites, avec quel argent vous travaillez. Alors les sous, nous avons 194 pays membres. Pour l'OMS, on a 20% de cotisations, on utilise 20% des cotisations fixes, les sous, et 80% c'est des cotisations volontaires de ces pays membres, plus les structures privées, comme la fondation Bill et Melinda, qui finance la majorité des opérations au Pakistan, par exemple pour la polio. Donc voilà un peu comment on travaille, les sous avec lesquels on travaille au niveau de l'OMS. La table des matières. On va aller en détail un peu avec tout ça. La mise en contexte, je vais vous donner une idée sur la logistique au niveau mondial, ce qu'on distribue comme médicaments, comme vaccins, spécifiquement la polio. Je vais vous donner une idée de chiffres. La logistique, je vous donne une définition sur la logistique. On a eu pas mal de présentations sur la logistique, mais je vais vous donner la spécificité de la logistique de vaccins, les enjeux, les outils logistiques qu'on utilise. Je ne vais pas m'attarder sur les outils, mais il faut quand même que je donne, dans l'audience, il y a des gens qui sont spécialisés dans la logistique. Je vous donne quelques exemples en ce qui concerne l'avancée technologique de ce qu'on utilise. Les 2 exemples, comme j'en ai parlé au début, Haïti, et Haïti que je chéris très spécialement. J'ai passé pas mal d'années en Haïti, j'ai travaillé sur Haïti, et le Pakistan, d'où je viens de revenir, la même chose, le contexte, l'enjeu, les défis. Et pour terminer, je pense que la valeur ajoutée, humblement, dans cette présentation, c'est ce qui peut être transférable dans d'autres domaines. Alors je pense que les leçons qui sont transférables, c'est probablement la plus intéressante, je pense, pour la majorité des gens qui sont ici. Je vous parlerai d'une façon très modeste, de l'apprentissage à titre personnel, après pratiquement 10 années dans la logistique, dans la coordination, et les recommandations. Et on fait beaucoup, enfin quand je dis on, pas simplement mes unités, mais les agents de la santé publique, dans la vaccination, on fait énormément de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire encore, donc je vous dirai de mon point de vue ce que je pense qu'il reste à faire. Donc voilà un peu concernant la table des matières. La mise en contexte. On estime que la vaccination permet d'éviter chaque année 2 à 3 millions de décès dus à la diphtérie, le tétanos, coqueluche, rougeole. Et on pourrait sauver 1,5 million de vies supplémentaires. Donc c'est des chiffres qui sont concrets que la vaccination fait. Et selon les estimations de l'OMS, on estime qu'il y a 20 millions de nourrissons dans le monde qui ne bénéficient toujours pas de vaccin de base. Donc on fait énormément de choses, mais il y a énormément de choses à faire encore. La problématique majeure aujourd'hui, c'est que la vaccination a été victime de son succès. Ça, c'est un problème. C'est un problème sur le plan de comment les gens conçoivent la vaccination. L'absence d'épidémie a fait oublier son intérêt. Alors, beaucoup de gens, et je peux le comprendre, c'est tout à fait légitime, beaucoup de gens pensent que parce qu'il n'y a pas d'épidémie, alors on n'a pas besoin de vacciner les enfants. Et on a vu ce problème-là dans certains pays où on a arrêté de vacciner, comme en France, entre 2008 et 2012. On a eu 10 morts, 23 millions d'enfants atteints de la rougeole. S'il n'y a pas d'épidémie, on a tendance à ne pas vacciner. Non, les virus existent toujours. Et si on arrête de vacciner, l'épidémie revient. Donc c'est un concept qu'il faut garder en tête, qui est très important pour tout le monde. Logistique, je vous donne un snapshot, juste une idée sur le total OPV. OPV, c'est un des vaccins contre la polio. Le trivalent, le bivalent, on en parlera plus tard. Le plus important, c'est vous donner une échelle. On a 1,3 en 2015, on a eu 1,3 milliards de doses. C'est énorme dans le monde qui a été distribué pour 181 SAS, c'est les campagnes, Supplementary Immunization Activities, c'est les campagnes de vaccination dans 55 pays et pour une valeur de près de 380 millions de dollars. Donc, c'est vous donner une échelle de distribution de vaccins dans le monde. Là, vous voyez bien que les 3 pays endémiques pour la polio, c'est le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan. J'étais au Pakistan. Le Nigeria, plus de polio depuis à peu près 15 mois. L'Afghanistan, le Pakistan. Le Pakistan reste le gros problème. L'Afghanistan aussi. On en parlera plus tard. Le problème logistique se pose au niveau de la frontière. On a beaucoup d'activités au niveau de la frontière parce qu'on a beaucoup de passages de virus de polio qu'on essaie de contenir avec la mobilité des populations. Logistique de vaccins.
Alors, ça c'est une diapositive concernant, c'est probablement une diapositive stratégiquement une des plus importantes, au-delà de la boutade. Alors, il peut y avoir un problème qu'on n'a pas de produit. Alors ça, c'est pas du tout spécifique au vaccin. Il n'y a pas de produit, logistiquement, c'est un problème. Quand il y a beaucoup de produits, ça peut aussi être un chaos, un complet chaos. Je me rappelle qu'en Haïti, 370 ONG, il y avait, après le tremblement de terre, en ce qui concerne la distribution de vaccins, mais pas simplement vaccins, matériel médical, médicaments, on avait trop de produits, beaucoup d'ONG, on ne savait pas qui faisait quoi. On s'est retrouvé, il n'y avait pas de vols commerciaux, il y avait des vols privés, des gens qui venaient en hélicoptère, qui ramenaient de partout des médicaments. On ne savait pas qui faisait quoi. Et je me suis retrouvé personnellement avec mon équipe sur le tarmac de l'aéroport avec un papier et un stylo, en train d'essayer de localiser des conteneurs qui contenaient du matériel médical dont on avait besoin de distribuer, mais on ne savait pas où c'était. Donc beaucoup de produits peuvent causer véritablement un problème logistique. La définition, alors, je n'ai pas voulu vous donner une définition. Les définitions de logistique, il y en a plein. Je n'ai pas voulu ennuyer l'audience avec de longues définitions. Je vais vous dire une seule chose. Pour la définition de la logistique, alors évidemment, le bon produit, la bonne quantité au bon port, le bon endroit, le bon moment, le bon coût économiquement. Il faut répondre aux besoins, mais on a besoin de faire attention à l'argent, au budget qu'on a. Mais le plus important, la valeur ajoutée, une bonne logistique de vaccination, c'est la bonne condition. Alors je m'explique, vous pouvez me dire que la bonne condition, ce n'est pas spécifique au vaccin, mais oui, c'est très spécifique au vaccin parce que la majorité des vaccins doivent être gardés au froid entre 2 et 8 degrés. Si vous ne pouvez pas garder les vaccins entre 2 et 8 degrés, non seulement vous perdez les vaccins, vous les jetez, ça c'est un problème économique, mais le plus important pour nous, agents de santé publique, c'est qu'on peut perdre des vies humaines. Si vous pensez que vous inoculez des vaccins avec un principe actif, alors qu'il n'y a pas de principe actif, c'est-à-dire que vous inoculez des vaccins de l'eau, vous perdez un enfant. Hein? C'est-à-dire vous pensez que vous le protégez contre la polio, vous pensez que vous le protégez contre la diphtérie, la coqueluche, etc., mais vous le perdez parce que vous injectez de l'eau. Donc ça, c'est la spécificité, si on peut définir la logistique de vaccin, ça c'est vraiment la spécificité d'une bonne vaccination, d'une bonne logistique de vaccination. La logistique, les enjeux, efficacement la hausse de vaccins, la hausse du nombre de vaccins. On a de plus en plus de nouveaux vaccins. Alors, nouveaux vaccins, je fais allusion pentavalent, on en parlera, le vaccin contre le rotavirus, comme le pneumocoque, c'est un nouveau vaccin. Nouveau vaccin qui pèse sur la chaîne de distribution, sur le stockage, sur les nouvelles stratégies, etc. Donc, ça rend nos vies difficiles sur le terrain quand on a un nouveau vaccin. Il faut s'adapter aux nouvelles stratégies, j'en parlerai. Nouvelles technologies, etc. Donc tout ça fait qu'on doit s'adapter. Et évidemment, la pression constante, parce qu'on analyse nos données, nos performances, une pression constante concernant nos performances quotidiennes sur le terrain. Les enjeux, alors d'une façon générale, quand on arrive dans un pays, c'est les fonds, les sous. On a besoin de sous. On a besoin de ressources humaines, on a besoin de chauffeurs pour la distribution, on a besoin de logisticiens, on a besoin de tout ça. Et on a besoin de données, comme j'ai parlé. Parce que pour la pérennité des projets, on a besoin d'analyser les données et de voir, quand je parle de données, je ne parle pas simplement de logistique pure, simplement, je parle de la chaîne de froid, je parle de la gestion des stocks, je parle du système d'information, je parle de toutes ces choses-là qu'on doit analyser pour rendre notre travail sur le terrain plus performant. Alors, les outils à disposition, on en a beaucoup, on en parlera, mais il y en a 3 en gros, je n'ai pas voulu trop développer ça, mais il y a les pastilles de contrôle. Alors, les pastilles de contrôle sont stratégiquement très importants. J'ai essayé d'acheter des flacons de vaccin, mais je n'ai pas pu, pour vous montrer. Les pastilles de contrôle, c'est thermosensible, c'est un indicateur thermosensible, c'est une étiquette. Étiquette qu'on met sur les flacons. La particularité de cette étiquette, c'est que à 35 degrés, à 40 degrés, quand il fait chaud, il fait souvent chaud dans ces pays-là, quand cette couleur devient foncée, on sait que ce vaccin doit être jeté, ne pas être inoculé aux enfants. Alors qu'avant, ce qu'on faisait, quand on avait le moindre doute, parce qu'on parle de vie d'enfant là, quand on avait le moindre doute, ce qu'on faisait, c'est qu'on jetait les flacons et on perdait des millions de dollars, mais en dehors de l'aspect économique, c'est important de jeter le vaccin quand il le faut, mais avec ces pastilles de contrôle, on peut le faire maintenant. Les boîtes froides et porte-vaccins, on peut en parler plus tard. Boîte froide, c'est
un volume de 12 à 15 litres. Les porte-vaccins, c'est ce que mes vaccinateurs mobiles utilisent en marchant dans les montagnes pour vacciner les enfants, 1,6 à 3 litres de capacité. Les nouvelles technologies, j'en parlerai après, mais ce qui est important de savoir, c'est dans la nouvelle technologie pour le stockage d'eau froid, il y a deux directions. Il y a une nouvelle technologie dont comment on conserve les vaccins à une certaine température, de 8 degrés, et pour quelle durée? Voilà. Les technologies vont dans ces deux directions, essaient de faire en même temps, les deux choses en même temps, quand c'est possible, mais surtout, comment garder au froid et pour le plus longtemps possible. Voilà les technologies où elles se centrent. Je vais passer rapidement. Les pastilles de contrôle, vous voyez ici, voilà, ça c'est le bon usage. Ça, ce que vous voyez, c'est sur le flacon de vaccin. Et quand ça change de couleur, on sait qu'on doit le jeter. Donc c'est une économie de millions de dollars. Je ne parle pas simplement au niveau district, je ne parle pas au niveau région, au niveau national, je parle au niveau du monde. Vous imaginez les millions de dollars qu'on économise avec cette invention, c'est quand même assez impressionnant. Les options innovantes, je vous donne deux exemples de glacières, deux exemples de réfrigérateurs. On a utilisé ça, les gens ont utilisé ça, les glacières pour vaccin Samsung Nano, c'est un produit américain, un très bon produit qui a été utilisé au Vietnam, au nord, au centre du Vietnam. C'est quand même assez impressionnant, des matériaux isolés de pointe, 7 jours avec une température de 32 degrés. Je pense que le seul problème au Vietnam, pendant que les gens utilisaient ces glacières, c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver de glace en hiver. Ça, c'était un problème dont j'ai entendu parler. La glacière Dometric RCW, c'est un produit luxembourgeois, qui est un produit aussi impressionnant avec des packs eutectiques. Alors, les packs eutectiques, c'est des produits à changement de phase qui gèlent à 0 degré normalement. Mais là, ils gèlent à 5 degrés. Ça prévient le gel. Alors, il faut savoir que les vaccins perdent leur principe actif s'ils sont pas froid, c'est-à-dire s'il chauffe, mais aussi s'il gèle. Donc il faut vraiment la bonne température. Et il y a certains vaccins qui perdent leur principe actif à la lumière. Donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte concernant la logistique des vaccins. Les réfrigérateurs sur fil qu'on a utilisés au Sénégal aussi, c'est assez impressionnant. Pas d'électricité pendant 10 jours et 9 heures sans électricité. Dans ces pays, l'apport électrique est irrégulier. Donc c'est assez impressionnant. Et réfrigérateurs solaires sans batterie, c'est aussi une nouvelle technologie. Alors vous me direz, les gens qui sont au courant, vous me direz que les réfrigérateurs solaires, on a commencé à les utiliser dans les années 80. La grande nouveauté, c'est que maintenant, c'est sans les batteries. Avant, il y avait de grosses batteries. La maintenance était difficile, durée de vie 3-5 ans. Pour les pays en voie de développement, les pays pauvres, au bout de 3-5 ans, ils jetaient, ils mettaient les réfrigérateurs de côté. Donc maintenant, avec ces réfrigérateurs solaires sans batterie, on n'a plus de batterie, donc c'est beaucoup plus simple. Ça capte l'énergie solaire et ça gèle l'eau et les matériaux à changement de phase et ça utilise cette glace pendant la nuit et pendant le moment où il n'y a pas de soleil. Donc voilà la nouveauté un peu concernant les outils. La planification, le fameux micro-planning qu'on utilise quand on arrive dans un pays, très simple, 3 choses. La première chose, c'est la quantité. On a besoin de savoir la quantité des vaccins, la quantité dont on a besoin, la capacité nécessaire, comment on va les stocker. Combien on a besoin et comment on va les stocker. La première chose qu'on fait, c'est avant de commander, parce qu'on commande des vaccins tous les mois pour nos opérations, mais on a besoin de savoir au niveau pays, où est-ce on peut les réfrigérer, on peut les garder au froid. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas du tout de façon de les réfrigérer. Et là, il y a une casse-tête logistique à mettre en place. La gestion des déchets, très rapidement, c'est sécurité sanitaire, ça fait partie de nos protocoles. On a des seringues, on a des flacons qu'on jette, etc. Il faut trouver des fosses, il faut les incinérer. Donc on travaille conjointement avec des ingénieurs du domaine pour incinérer ça. Rapidement, estimation, parce que je ne veux pas dépasser le temps qu'on m'a donné, l'estimation des besoins de vaccins, on a des applications, on a des formules, etc. Mais très rapidement, c'est une formule très simple pour le nombre de doses dont on a besoin. C'est la population cible multipliée par la couverture vaccinale, multipliée par le facteur de multiplication de déchets. Et on a le nombre de doses dont on a besoin. La quantité à commander, c'est la quantité dont on a besoin, mais la quantité en stock. Je dis simplement 2 mots sur la couverture, parce que certains veulent savoir éventuellement c'est quoi la couverture vaccinale. On en parlera peut-être plus tard. La couverture vaccinale, je pense que j'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un au début qui travaille là-dedans. La couverture vaccinale, c'est une partie de la population qu'on vaccine. C'est une proportion de la population qu'on vaccine à un certain moment. Donc,
une bonne couverture vaccinale, on parle de 80%. Si on a 80%, on peut parler de bonne couverture vaccinale. Pour la rougeole, on définit une bonne couverture vaccinale à 95%, parce que c'est une maladie c'est une grosse épidémie qui se propage facilement, etc. Donc, on estime à 95% une bonne couverture pour la rougeole. Donc voilà concernant les estimations, les besoins de transport. On utilise des pick-up, on utilise des 4x4, des voitures, on utilise pas mal de choses. Mais pour la petite histoire, ça va peut-être vous faire sourire, en Haïti, j'ai utilisé à Dodane. J'ai travaillé étroitement avec les brigades cubaines qui font un travail formidable en Haïti, pas médiatisé, mais un travail formidable. Eux étaient au courant, étaient très associés au travail communautaire dans les montagnes, dans les régions où on ne peut pas accéder du tout en voiture. Donc ils ont utilisé des ânes avec nos glacières et ils ont fait un travail formidable parce qu'ils ont pu vacciner des centaines et des centaines d'enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Donc ils ont sauvé plein d'enfants. C'est un beau souvenir qu'on a eu en 2012. La gestion des déchets, incinérateurs, fosses, on travaille avec des ingénieurs, ça fait partie des protocoles, c'est quelque chose d'important. Haïti. Alors, il y a deux exemples. Haïti, l'enjeu de la distribution. Alors, très rapidement, si je devais faire je vais vous donner une seule phrase concernant le défi en Haïti, c'est la distribution de vaccins au niveau périphérique. Je vais l'expliquer. C'est ça le problème en Haïti. Alors, au niveau périphérique, c'est-à-dire que c'est au niveau des institutions sanitaires. Il y a 722 institutions sanitaires en Haïti. On peut distribuer les vaccins sans problème du niveau central au niveau intermédiaire, c'est-à-dire au niveau de Port-au-Prince, où nous avons, l'OMS gère le grand entrepôt central qui est à Port-au-Prince, avec évidemment un conseil d'administration en partenaire avec le ministère de la Santé, avec les autres partenaires, mais nous gérons le quotidien des opérations. On distribue les médicaments, les intrants, pas simplement les vaccins, au niveau dépôt intermédiaire. Il y a 10 départements en Haïti. Le problème se pose à ce niveau-là, entre le niveau intermédiaire, au niveau des départements, et le niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau des institutions sanitaires. Il y a des institutions sanitaires où on ne peut même pas accéder en pick-up, en 4x4, on peut accéder à pied ou en moto. Donc ça, c'était un réel problème parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire là-bas. Alors, mise en contexte, 230 000 morts. Je vous donne un contexte qui est assez difficile à se rappeler. J'ai eu l'occasion de survoler en hélicoptère plusieurs fois la capitale, le nord d'Haïti. C'était un spectacle très difficile à voir. Des bâtiments, des immeubles détruits de partout, la capitale, le pays détruit complètement. On avait, avant le tremblement de terre, déjà on avait 47% de la population qui n'avait pas accès de soins de santé, donc c'est quand même important. On a eu 12 janvier 2010, on a eu 230 000 morts, 300 000 blessés. Les routes rurales disparaissent là-bas, toujours maintenant, ils disparaissent quand il y a un peu de pluie. Donc logistiquement, c'était un casse-tête incroyable. Et donc, on a un problème au niveau de la distribution, encore une fois, pas simplement pour les vaccins. Je suis là pour parler de vaccins, mais je peux vous parler de distribution, des défis de la distribution pour les médicaments, pour les intrants. Donc ça, c'est un réel problème. La population cible, c'est un pourcentage de la population totale. On est obligé de calculer la population au départ, parce qu'on ne vaccine pas les adultes, on vaccine les enfants. Alors, pour les enfants de 9 mois à 9 ans, pour le RR, c'est la rubéole rougeole, on a calculé 2,3 millions d'enfants. Pour les enfants dont on devait vacciner contre la polio, 2,5 millions. Les enfants de 6 mois à 59 mois pour la gélule de vitamine A et albendazole, 1 million 100 et 2 millions. Alors, on utilise, vous allez voir plus tard, mais nos réseaux de distribution, de logistique de vaccination pour donner autre chose. Alors, des fois, on est entre unités, on dit, voilà, il y a un réseau de distribution, est-ce que tu peux donner de l'albendazole et de la vitamine A? Je l'ai fait. La vitamine A, c'est ce qu'on donne pour les carences alimentaires, et l'albendazole, c'est un antiparasitaire. Donc, c'est important. Donc, on a utilisé mes réseaux pour distribuer ça. Haïti 2012, on a fait de grandes campagnes de vaccination, la rougeole, la rubéole, la polio, le pentavalent, on a introduit, je me rappelle très bien, en 2012, en avril 2012, on a fait ça, je me rappelle, avec l'inauguration de la secrétaire d'État à la santé américaine qui est venue dans une clinique. On a lancé le pentavalent, qui est une association de 5 vaccins, diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus, influenza type B et l'hépatite B. Et aussi, on a donné la vitamine A et l'albendazole. Les obstacles généraux. Alors, les obstacles généraux de logistique, mais autres, ils sont de 3 types en général. Ils sont gestionnaires, obstacles de la chaîne de froid,
et la communication. Alors la communication, on recrute on travaille toujours avec des spécialistes de la communication qui font les affiches, qui travaillent à la communauté, qui font un travail d'instruction, d'éducation, etc. pour éviter les rumeurs. C'est ce qu'il y a de pire. Vous allez voir qu'au Pakistan, les rumeurs nous font assassiner nos vaccinateurs. Donc on est obligé de travailler très étroitement avec les gens de la communication parce qu'ils font un vrai travail sur le terrain et expliquent à la population les méfaits, le risque de ne pas vacciner les enfants et surtout d'abattre ces rumeurs-là. Je vous en parlerai plus tard. La chaîne de froid, c'est important d'avoir des chaînes de froid un peu partout parce qu'on est obligé logistiquement de dispatcher ces vaccins dans le pays. Gestionnaire, on est obligé au niveau de la planification d'avoir les vaccins disponibles à chaque niveau. J'ai parlé du niveau central, j'ai parlé du niveau intermédiaire, au niveau périphérique, c'est important. Et la formation des cadres et des superviseurs, parce qu'on a des superviseurs qui supervisent les vaccinateurs sur le terrain. Donc c'est important de penser à ces défis-là. Les enjeux, on a 43% de la population des communautés rurales n'a aucune structure de santé. J'ai mis entre parenthèses parce que je pense que ça a changé récemment un tout petit peu. C'est quand même énorme. Le passage de l'ouragan Mathieu, encore une fois, j'ai la logistique en tête. J'ai failli aller encore une fois, mais je ne suis pas allé. Le 3 et 4 octobre 2016 a atteint et presque 60% des réseaux d'eau potable ont été endommagés dans le Grand Sud. Alors quand on voit ça, nous, on sait qu'on va avoir beaucoup de travail parce que quand on a de l'eau potable, on a des réseaux d'eau potable qui ont été managés, on sait qu'on se prépare pour la logistique du choléra. On va avoir des épidémies de choléra, on va avoir des épidémies de beaucoup de choses. Donc logistiquement, c'est un gros challenge, c'est un gros défi quand il y a des ouragans pareils. J'ai parlé de la distribution. Je pense que s'il y a une slide, une diapositive à se rappeler pour Haïti, c'est bien celle-là. Alors, j'ai parlé de ça. Au niveau central, on a un gros dépôt au niveau du centre. Au niveau intermédiaire, c'est au niveau des départements, on en a 10 en Haïti. Et au niveau institution, c'est de 722. Le problème, c'est là. C'est entre les départements aux institutions où il y a des endroits où on ne peut pas accéder. En voiture, on peut accéder qu'en moto et à pied. Alors, en Haïti, que je connais bien, vous pouvez avoir un problème de gestion de logistique au niveau institution, vous n'avez pas besoin de faire 4 heures de route. Hein. Au bout d'une heure, 3/4 d'heure de la capitale, vous pouvez avoir des zones inaccessibles et tomber sur ce niveau périphérique. Donc, logistiquement, vous pouvez ça trouver très rapidement autour de la capitale, vous n'avez pas besoin de vous éloigner beaucoup. Donc, voilà un peu concernant le défi du système périphérique. J'en ai parlé, au niveau périphérique, je ne vais pas revenir là-dedans. Je vais vous montrer un petit film de 4 minutes. En 2012, j'ai eu avec mon équipe une grande frustration, c'est qu'on n'arrivait pas à atteindre, on avait les moyens logistiques, on avait les moyens budget, mais on n'arrivait pas à vacciner des centaines d'enfants parce qu'il y avait des endroits où on ne pouvait pas accéder avec nos 4x4, avec nos pick-up. Et c'était très difficile pour nous. On avait une bonne couverture, mais on savait qu'il y avait des régions où les enfants n'ont pas été vaccinés, donc on allait les perdre. On a utilisé les Cubains, mais c'était compliqué. Donc, je suis revenu à Washington, on m'appelle le 31 décembre 2012, et j'ai décidé de monter cette ONG à Washington avec opération en Haïti, mais spécifiquement concentré sur les zones reculées, c'est-à-dire en moto, distribution de vaccins à ces zones reculées. Je vous montre, si vous voulez bien, je vous montre ce petit film. Vaccination is one of the most successful and cost-efficient approaches to healthcare, preventing some 2 to 3 million deaths each year around the world. Vaccination coverage in Haiti is low, and the goal is to improve coverage in areas where it is particularly low. Immunization makes economic sense. Recent studies show that scaling up of the use of existing vaccines in 72 of the world's poorest countries could save 6.4 million lives and avert $6.2 billion in treatment costs between 2011 and 2020. Unfortunately, the distribution of vaccines from their storage location at the department level to the institutions is challenging. Un des grands défis que j'ai eu à gérer personnellement, c'est ces zones difficiles d'accès. Un exemple, dans la région d'Arcaillé, nous avons eu des problèmes pour accéder aux zones difficiles et nous avons eu des problèmes à acheminer ces vaccins à ces enfants qui étaient en Arcaillé, à la zone limitrophe avec la frontière de l'Artibonite.
Cette période m'a beaucoup marqué. On était vers novembre 2012 et j'ai pensé à continuer ce travail par le biais d'une ONG qui est Logis Santé. Logis Santé is bringing a solution for the many health structures that are located in very remote areas. The initiative will be led by Dr. Malek Spee, a healthcare professional with almost 20 years of experience in the industry and whose global work experiences include Europe, Africa, US, and Haiti. Since 2008, as a consultant for the World Health Organization, Dr. Spee has worked tirelessly in collaboration with the Haitian government, NGOs, and healthcare providers to ensure that Haitian citizens receive the healthcare services they need. This experience has led Dr. Spee to address one of the biggest problems facing healthcare in Haiti, the distribution of vaccines from the intermediate level, or vaccine stores, to the peripheral level, meaning to the institution level. En ce qui concerne l'approvisionnement, le problème se situe surtout au niveau du troisième niveau, à savoir du niveau départemental vers le niveau institutionnel. Parce que nous vous dit que nous avons environ 722 institutions. Donc vous imaginez qu'il faut faire des circuits pour approvisionner 722 institutions et les institutions sont approvisionnées sur une base mensuelle. Donc le plus gros problème, c'est de trouver les moyens logistiques et de bien préparer les circuits de distribution pour pouvoir approvisionner les institutions à partir des dépôts départementaux. Je pense que nous pouvons amener une valeur ajoutée au système de santé, au système de vaccination de routine, en justement acheminant les vaccins dans ces zones qui sont très difficilement accessibles. Alors on veut focaliser notre énergie exclusivement dans ces zones. Nous pensons acheter des motos, une centaine de motos pour un projet de pilote de 6 mois pour la zone métropolitaine et périphérie, la zone du département de l'Ouest, et après déclencher une opération au niveau des 10 départements. We are in the locality of Kota, a difficult area to access. Yet located at 1 hour from the capital, the vaccine supply here demands a new approach to distribution. Mais on n'a pas de moyens de locomotion. Les voitures, les pick-up ne peuvent pas arriver, mais les agents qui montent là-bas peuvent passer 2 ou 3 heures de temps à monter dans les montagnes. Ça fait difficile pour nos jeunes médicaments, c'est parce que zone est un peu difficile pour agents porter médicaments pour nous parce que zone nan yo prend 2 à 3 heures de temps pour marcher à matériel yo nan mais yo pour arriver pour venir ba médicaments. La proposition de Logis Santé me semble assez intéressante en ce sens que la meilleure façon d'atteindre toutes les institutions du pays, ce n'est pas des véhicules. D'ailleurs, vous imaginez, nous avons 722 institutions. Vous imaginez si on doit approvisionner toutes les institutions en véhicules, ça va être difficile. Mais surtout, il y a des endroits qui ne sont pas accessibles par véhicule. Donc la proposition de Logis Santé d'utiliser des motos pour pouvoir atteindre les zones inaccessibles, pour pouvoir avoir un circuit de distribution fluide, je pense que ça va nous aider beaucoup en ce qui concerne l'approvisionnement du niveau départemental vers le niveau institutionnel. Je suis très confiant et très heureux d'être en train d'entreprendre cette belle aventure à travers Logis Santé. D'abord parce qu'on parle de sauver des vies d'enfants, mais aussi parce que je connais bien les besoins dans ce domaine, de par mon expérience au sein de l'Organisation mondiale de la santé, dans ce pays que j'affectionne tant. Alors, voilà, je voulais simplement vous montrer un peu le défi de la distribution au niveau périphérique. Je pense que vous avez une bonne idée. Là, c'est tout simplement, très rapidement, vous donner un exemple des situations d'urgence où des fois on travaille sur la logistique des vaccins, des médicaments et on se retrouve en train de faire autre chose. De par mon background, j'ai fait une année de radiologie en Belgique. De par mon background radiologique, on m'a demandé, j'ai eu un don de 150 000 $, un don de machines d'échographe mobile, gratuit de l'agence atomique énergie atomique internationale. C'est une des agences des Nations Unies à Vienne. Ils m'ont donné 6 machines et je les ai distribuées avec mes réseaux, mes hélicoptères avec lesquels j'utilisais pour les matériels médicaux. J'ai utilisé avec mon réseau de distribution pour installer ces machines radiologiques dans le pays. Donc c'est simplement vous donner une idée qu'en situation d'urgence, on ne fait pas toujours ce dont on est demandé de faire. Mais évidemment, j'ai fait un arrêt d'un mois. Là. Donc j'ai donné la logistique
d'autres personnes, parce qu'il fallait non seulement installer ce matériel radiologique, recruter des ingénieurs pour la phase d'électricité, recruter des techniciens aux États-Unis pour former les techniciens radiologiques, etc. Donc, on fait, dans des situations d'urgence, on est obligé de faire des pauses. Militaires américains qui nous ont beaucoup aidés, nous ont donné leur hélicoptère et leurs pilotes aussi pour distribuer. Ça, c'est juste après le tremblement de terre. Ils sont posés juste à côté de notre entrepôt. Notre entrepôt est un peu à droite. On a fait pendant quelques jours le chargement de médicaments pour la distribution de zones où ce n'était pas du tout accessible en Haïti. Médicaments, intrants, matériel médical. On avait même à l'aéroport l'hôpital de Miami qui s'était installé sur le tarmac. On avait pas mal d'amputations, etc. Donc il y avait besoin de beaucoup de matériel médical. Les résultats, ça c'est toujours les diapositives que nous, sur le terrain, on aime voir, parce que concrètement, ça nous fait toujours plaisir de voir ça. On a atteint des niveaux de couverture vaccinale supérieurs à 95%, ce qui nous a fait chaud au cœur. Ça a aidé à consolider, à maintenir l'émission de la rougeole, la rubéole, le syndrome de rubéole congénitale, et maintenir Haïti libre de la polio. Alors le syndrome de rubéole congénitale, très rapidement, les femmes enceintes qui n'ont pas contracté la rubéole, qui n'ont pas été vaccinées contre la rubéole, on a des malformations congénitales avec des problèmes oculaires, des cardiopathies, des problèmes cardiaques. C'est assez sérieux. Alors qu'on a pu vacciner tout ce monde-là. On a vacciné pendant cette période très intense, entre avril et juillet 2012, on a vacciné quand même 3 millions d'enfants. Et pour une période un peu plus large, jusqu'au 25 juin, on a donné 3 millions de doses d'OPV, c'est la polio. Et rubéole, rougeole, on a quand même aussi donné 3 millions de doses. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire, c'est des résultats qui sont tangibles, ce qu'on a pu faire sur le terrain. Vous voulez une seconde pour respirer ou je peux passer au Pakistan? Alors là, c'est le Pakistan. Rapidement, on passe à une autre phase. Je viens de revenir du Pakistan après 3 ans et demi. C'est un pays magnifique avec ses enjeux, ses défis qui sont très spécifiques. Alors au Pakistan, c'est another ball game, c'est complètement différent. Haïti, c'était le problème de la logistique au niveau périphérique. Au Pakistan, on a on parlera en détail, mais il y a deux gros défis là-bas. Il y a la sécurité qui nous rend la vie difficile sur le terrain. Je pense que je n'ai jamais travaillé autant avec les services de sécurité qu'au Pakistan. Donc on a des réunions avec eux, on est avec leurs réunions, ils sont dans nos réunions, on est dans leurs réunions, donc on est sans arrêt avec les services de sécurité, les militaires, police, etc. Parce que d'abord, ils sécurisent les endroits où il y a mes vaccinateurs. Malgré ça, on a perdu pas mal de vaccinateurs. Ils sécurisent les gens, ils les protègent, c'est nos escortes. On travaille en blindé, etc., en voiture blindée, etc. Tout ça rend la vie logistiquement compliquée. Parce qu'au lieu de focaliser et de développer nos énergies où il le faut, on est obligé de dépenser beaucoup d'énergie et on est obligé de le faire dans ces domaines-là. Je vous donne une idée sur le contexte. Rapidement, je vous en ai parlé. En 2016, on a une 19 cas de paralysie. J'ai dit la résistance religieuse, la sécurité, c'est les résistances religieuses. Et on a eu... Je suis arrivé au Pakistan en 2013. Fin 2013, on m'a envoyé là-bas pour la logistique de la rougeole. J'ai fait la logistique de vaccins pour le pays. La rougeole, ce n'est qu'en 2014 que j'ai commencé la logistique pour la polio. Mais au-delà de la logistique, on m'a demandé de coordonner 4000 vaccinateurs sur le terrain pour les familles mobiles. Parce que c'est ça le challenge. Le challenge, il y en a deux. Comme j'ai dit au début, le premier, la sécurité. Le deuxième, c'est la mobilité des familles. La mobilité de certaines familles. Alors, ils se déplacent. Pourquoi? Les moissons, pour des raisons économiques, pour travailler ailleurs, pour des raisons religieuses. Il y a beaucoup de fêtes religieuses, etc. Donc, il y a des réfugiés. Donc, tous ces déplacements de familles dans le pays nous rendent la vie compliquée. C'est un challenge, c'est un défi. Pourquoi? Parce que je suis obligé d'adapter mes équipes qui sont sur le terrain, de les déplacer sans arrêt. Et qui dit déplacer les équipes, déplacer les vaccins, trouver des chambres froides, la distribution, toutes ces stratégies qu'il faut s'adapter sans arrêt. Ça ne s'arrête jamais parce qu'il y a des familles qui restent 2 semaines dans un endroit, qui vont 4 semaines là-bas. Et le plus grave, c'est qu'ils trimballent avec eux le virus. Ils ont le virus de la polio, ils ne sont pas vaccinés et ils propagent le virus de la polio dans le pays. Donc ça, c'était un challenge. Il faut quand même vous ayez une idée sur la transmission. On ne va pas faire un cours de médecine, mais très rapidement, le genre de virus, c'est un virus orofécal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un enfant l'ingère le virus de la polio, il le défèque. Les problèmes sanitaires sont tels au Pakistan, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Il y a des égouts, il y a des eaux usées. Les enfants jouent avec leurs jouets là-dedans et réinjectent ce polio de la virus.
et le propage encore. Donc voilà, c'est un eau fécal. La transmission se fait par des fesses souillées et c'est terrain propice par rapport à ces structures sanitaires. Donc voilà un peu les résistances religieuses. Il faut savoir que les talibans pakistanais, j'en parlerai un peu là-bas, les talibans pakistanais nous rendent la vie difficile sur le plan sécuritaire parce que ils disent à la population que le vaccin à la polio, ça contient du porc. Vous savez que la religion musulmane, pas manger de porc, ça contient du porc et c'est un impact contre la fertilité féminine, ce qui est évidemment totalement faux. Donc, ça nous rend les choses très compliquées à cause de ça. Le contexte, près de 4 ans, pendant près de 4 ans, de 2012 à 2015, il y a un demi-million d'enfants dans les régions tribales. C'est une zone, le FATA, tribal administré, d'enfants qui ont été inaccessibles. Alors, quand ils sont inaccessibles aux vaccinateurs, c'est des épidémies incroyables. Ces enfants voyagent en dehors de cette zone-là et trimballent le virus avec eux. Les zones dangereuses, dans le FATA, on a le nord-Waziristan et le sud-Waziristan, c'est des zones où on ne peut pas rentrer, pas simplement nous, mais le gouvernement ne peut pas rentrer, les militaires, les services de sécurité, on ne peut pas. Les talibans pakistanais sont là-bas, c'est à la frontière avec l'Afghanistan, donc c'est un véritable casse-tête, on ne peut pas rentrer. Par contre, en 2015, j'y étais, je me rappelle très bien, en 2015, on a travaillé très étroitement avec les services de sécurité avant de faire une grosse offensive sur le nord-Waziristan en 2015. On a travaillé étroitement avec eux, on savait qu'il allait y avoir une catastrophe humanitaire. Toutes ces familles-là de ces zones allaient partir et laisser tout, laisser simplement les terroristes, les gens dans cette région, et donc les militaires allaient bombarder ces régions-là. Le bonheur, si je peux m'exprimer ainsi, le bonheur entre guillemets pour nous, c'est qu'on a pu agripper 265 000 enfants à la sortie de ces régions-là. Pendant l'offensive militaire, on a pu vacciner 265 000 enfants, on a pu les sauver. Alors évidemment, sur le plan humanitaire, on n'a pas fait que ça. On a trouvé des camps, on les a nourris, on a des médicaments, etc. C'est des enfants, pauvres enfants, qui n'ont jamais été scolarisés, qui étaient là-bas pendant des années et des années. Donc il n'y a pas que nous, l'OMS, il y a d'autres agences des Nations Unies, il y a d'autres ONG, etc. Mais nous, en tout cas, mes équipes mobiles, on a pu les mettre pendant l'offensive, avant l'offensive, quand ils ont donné le mot, on a pu les mettre en sortant de la province pour vacciner 265 000 enfants. Donc c'était quelque chose de réussi, entre guillemets, de ce côté-là pour les enfants. Ça, c'est l'équipe que je dirigeais, j'ai eu l'honneur de diriger, j'ai perdu beaucoup, c'est toujours un peu difficile d'en parler, j'ai perdu pas mal de vaccinateurs. HRMP, c'est High Risk Mobile Population, c'est mon unité qui s'occupe de la vaccination mobile. Alors, il y a deux choses, j'avais des équipes temporaires et des équipes permanentes. Alors, dans les équipes temporaires, on les mettait, on les bougeait, et dans les équipes permanentes, c'est des équipes qu'on mettait au niveau des endroits où on avait une preuve épidémiologique qu'il y avait beaucoup de virus de polio circulés. Donc, par exemple, pour la frontière internationale, on a une frontière de 2500 par contre, 2500 km avec l'Afghanistan, et mes équipes étaient concentrées pas simplement sur la frontière avec l'Afghanistan, on avait des équipes aussi avec l'Inde, mais l'Inde il ne se passait pas grand chose parce qu'on a aboli l'épidémie de la polio. J'avais des équipes en haut, c'est un peu compliqué avec le Cachemire parce qu'il y a des problèmes politiques entre l'Inde et le Pakistan, mais la majorité de mes équipes étaient avec l'Afghanistan, 2500 km. On a à peu près 38 points exactement, 38 points de passage entre l'Afghanistan et le Pakistan. Dans ces 38 points, il y a simplement 12 points de passage qui sont fonctionnels. Les autres sont fermés pour des raisons de sécurité. Dans ces 12 points de passage qui sont fonctionnels, les 90% de passages de population vont dans les 3 points de passage. Donc toutes mes unités étaient majoritairement dans ces 3 points de passage où on a le passage du virus de famille, mais de virus, de polio entre l'Afghanistan et le Pakistan. C'est-à-dire, vous vaccinez sans arrêt, mais il y a toujours du virus qui rentre. Donc on avait des meetings et des réunions avec le gouvernement afghan tous les mois pour essayer de coordonner nos efforts, parce qu'il fallait vacciner les gens qui sortent, mais en même temps, on ne voulait pas les vacciner 2 fois, parce que les Afghans les vaccinaient à l'entrée. Donc il y avait une coordination incroyable. En dehors de la logistique, il y avait une coordination qu'on faisait régulièrement avec les Afghans pour vacciner ces enfants au niveau de la frontière. Alors, firewalling around terror, c'est simplement, épidémiologiquement, on sait que le virus était concentré au niveau de certains districts, donc je mettais mes équipes au niveau de ces districts qui ne bougeaient pas, les autres au niveau interprovincial aussi. Pour les équipes temporaires, c'était au niveau des SAS, c'est des campagnes de vaccination. Je mettais les équipes dans le cas où on ne trouvait pas les enfants à la maison, on faisait du porte-à-porte.
mais en même temps, je mettais mes équipes à l'extérieur dans le cas où on ne pouvait pas les trouver à la maison. Mes équipes étaient sur les péages, sur les autoroutes. C'est là où on utilisait nos services sécurité pour arrêter les bus, pour les vacciner, arrêter les voitures au péage, au niveau des marchés, au niveau des parcs d'attractions, des dispensaires. Tous ces endroits-là, c'est des localisations temporaires où on mettait nos équipes. Donc, logistiquement, vous pouvez imaginer que c'était un défi intéressant, mais c'était un défi quotidien pour arriver à ça. Les displaced population, c'est les Afghans, c'est les réfugiés afghans qui venaient d'Afghanistan, qui étaient dans une région au Pakistan. Aussi, il fallait faire en sorte qu'ils n'amenaient pas le virus, la polio, on les vaccinait. Et probablement ça, c'est le plus délicat, Special Seasonal Movement, c'est les mouvements qui sont temporaires, pour les moissons, pour les raisons économiques. Les gens bougent, ils restent 2-3 semaines là, vont à droite, à gauche, au nord, au sud du pays. Donc il fallait sans arrêt s'adapter avec nos équipes pour vacciner ces familles-là. Ça, c'est nos équipes, je suis très fier, nos équipes de vaccinateurs, 4000 vaccinateurs. J'ai démarré en 2014. Les équipes sont 2 à 3 personnes, des fois plus par équipe. On a ici le nombre de PTP. PTP, c'est Permanent Transit Post. C'est les postes qui sont aussi permanents. Ça, vous avez le nombre de vaccinations en 2013, 2014. Et voilà, ça changeait chaque mois. Donc, on faisait l'analyse chaque mois de ce que les opérations donnaient au niveau province. Maintenant, les enjeux, alors on en a parlé, le défi logistique, je ne vais pas me répéter, c'est le défi de s'adapter sur le terrain et c'est le taux élevé de mouvement de population. Donc je ne vais pas me répéter, c'est ça les grands enjeux. Alors, on ne peut pas parler de logistique de vaccin sans vous parler du vaccin lui-même. Alors, pure logistique, on a 2 types de vaccins. On a ce qu'on appelle l'OPV et on a l'IPV. L'IPV, c'est Inactivated Polio Vaccine et OPV, c'est Oral Polio Vaccine. Alors, logistiquement, c'est important sur la différence parce que l'OPV se donne par voie péros, c'est-à-dire par voie buccale, c'est 2 gouttes d'eau. 2 gouttes de vaccin, pardon, très facile à gérer. On forme pendant une journée les vaccinateurs, travailleurs sociaux, n'importe qui peut le faire pendant une journée. L'IPV, c'est plus compliqué logistiquement parce qu'il faut... On ne peut pas, c'est des seringues, on injecte en subcutané, il faut du personnel médical, donc la formation est plus longue, c'est logistiquement plus compliqué, l'IPV. Mais il y a des avantages et des inconvénients, on ne va pas rentrer dans les protocoles scientifiques, mais il y a des avantages à donner de l'OPV et l'IPV. On donne de l'OPV dans les régions endémiques et on donne de l'IPV au Canada et dans les pays développés. On ne donne pas de l'OPV. Le problème, c'est que ici au Canada, on vous donne de l'IPV et pas de l'OPV. Pourquoi? Parce que l'IPV suffit. L'IPV donne une immunité humorale seulement. Et l'OPV donne une immunité humorale et intestinale. Ça veut dire qu'avec l'OPV, non seulement vous êtes protégé contre le virus de la polio, mais vous ne pouvez pas le transmettre, vous ne pouvez pas le donner à quiconque. L'IPV, que vous avez au Canada, vous êtes protégé contre le vaccin, vous êtes porteur sain. C'est-à-dire vous pouvez avoir le virus et être protégé, mais vous pouvez le propager facilement. Pourquoi on ne donne pas l'OPV au Canada ? En France ou ailleurs, dans les pays développés, parce que vous n'avez pas besoin de ça. Les structures sanitaires font telles que les enfants ne jouent pas dans les eaux usées à l'extérieur, donc pas de transmission de virus, donc vous n'avez pas besoin de ça. Donc l'IPV. Maintenant, sans rentrer dans les détails encore une fois, parce que je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais maintenant les protocoles nouveaux au Pakistan, ça fait 1 année et demie, on associe l'IPV avec l'OPV. Parce que l'OPV qu'on utilise, c'est du bivalent avec 2 souches, l'IPV 3 souches, ça complémente. Et c'est les nouveaux protocoles qu'on donne. Donc, logistiquement, ça devient de plus en plus compliqué, même au Pakistan, à donner l'IPV. Le problème, c'est que l'IPV coûte 5 fois moins cher, 5 fois plus cher, pardon. L'OPV coûte 5 fois moins cher. 5 fois plus cher, ça coûte beaucoup plus cher, donc il faut des gros budgets. Mais surtout, l'industrie pharmaceutique, il y a une pénurie telle que l'industrie pharmaceutique ne peut pas suivre. N'arrivait pas à suivre les besoins qu'on avait dans le pays, dans la région. Donc on a un véritable problème pour avoir de l'IPV au niveau mondial. J'en ai parlé, on va pas en revenir. Facile OPV, IPV plus compliqué au niveau logistique. Certains inconvénients et avantages chacun, on peut en parler pendant les questions. J'en ai parlé, en Inde, on a eu 0,5 mg, on doit donner 0,5 mg d'IPV, pénurie mondiale, ils étaient obligés de donner. C'est là où on voit le pouvoir de décision. En situation d'urgence, il y a des gens qui ont décidé de donner 0,1 mg au lieu de 0,5, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et ça marchait.
Donc voilà un peu, ça c'est un gros problème concernant la pénurie. Alors ça c'est juste les défis de la sécurité, c'est comment on travaille tous les jours. Ça c'est mes amis qui me protégeaient tous les jours là-bas. Donc voilà un peu, si vous voulez, la complication sur le terrain. On est sans arrêt en train de sécuriser les endroits, protéger nos vaccinateurs. On perd à peu près 50 vaccinateurs par an entre le Nigeria, le Pakistan et l'Afghanistan. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très sérieusement. Les résultats, encore une fois, c'est celle qui nous fait, c'est les diapositives qui nous réchauffent le cœur. On a vacciné mon unité, mes unités ont vacciné 80 millions d'enfants entre 2014 et 2017. 11 millions en 2013. Je suis arrivé en 2014, on a recruté les gens, on les a formés, 24 millions en 2015, 20 millions en 2016 et 18 millions en 2017. Ça fait à peu près 80 millions depuis 2014. Simplement mon unité, mais il y a d'autres unités, la polio qui vaccine. Hein. Je parle de l'unité mobile, HRMP, High Risk Mobile Population. Les leçons apprises, on termine avec les apprentissages transférables. Comme j'ai dit au début, peut-être que c'est ça qui est probablement le plus transférable en termes d'expérience. Fournir, en situation d'urgence, fournir une solution flexible et anticipée. Alors, j'en ai parlé, je pense, au début. Vous êtes à 600 km de la capitale, on vous dit qu'il y a des réfrigérateurs, on vous dit qu'on pouvait stocker les vaccins, etc. Vous arrivez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les réfrigérateurs n'ont pas marché depuis 6 mois, il n'y a absolument rien. Alors il faut, sans nommer le pays, il faut s'adapter, donc on ramène avec nous le matériel au cas où. Donc c'est sans arrêt dans l'anticipation dans ces périodes d'urgence et quelles que soient les informations que vous avez au niveau central, c'est-à-dire ministère de la Santé, les structures locales, il faut toujours anticiper dans le cas où. Ne pas attendre d'avoir tout en main pour commencer à travailler, ça c'est quelque chose que je donnerais aux jeunes logisticiens. On a souvent des jeunes logisticiens qui arrivent dans le pays, qui sont très compétents, qui ont de la bonne volonté, etc. Mais souvent, quand les jeunes arrivent, pas beaucoup d'expérience, ils attendent d'avoir tout pour commencer. Ça, c'est quelque chose que je dirais, je dis toujours aux jeunes, c'est il faut commencer à travailler et après, à l'heure du souper, dîner, appeler au téléphone et essayer d'avoir ce qu'on a besoin. On n'a jamais tout en situation d'urgence. Donc ça c'est important. C'est des jeunes qui restent au bureau, ils attendent d'avoir un téléphone satellitaire, ils attendent d'avoir une radio, ils attendent d'avoir tout ça. On n'a jamais tout avant d'aller sur le terrain. Donc il faut vraiment commencer à travailler rapidement. Utiliser un langage commun et des processus harmonisés, stratégiquement, c'est probablement une des choses les plus importantes de cette slide. Pourquoi? Parce qu'il faut des protocoles, il faut des SOP, des procédures. Alors, les SOP concernant mon unité, quand je suis arrivé en 2014, j'ai écrit des SOP pour 4 pages. Hein, parce qu'on n'a pas envie de rester au bureau quand on est en situation d'urgence. On a besoin de vite, tout le monde est pressé d'aller sur le terrain pour régler les problèmes. Mais on est obligé de le faire. Bon, le faire parce que ça nous fait gagner du temps sur le moyen terme, sur le long terme, les procédures. Et ça, c'est important parce qu'après, on part de 4 pages de procédures que j'ai écrites en 2014, on est à peu près à 110 pages maintenant. C'est important parce que quand vous formez les gens, vous avez toutes les possibilités, tous les risques, tous les problèmes qu'il y a sur le terrain, vous les avez en procédure et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est important d'avoir un langage commun et surtout pour la pérennité du projet, parce que je suis parti, mais ça continue à travailler là-bas, bien qu'on a eu 7 cas seulement, comparé aux autres années, c'est pas mal. 7 cas de polio 7 ou 8 cas en 2017, ça continue à travailler. Donc ces SOP, ces procédures sont toujours là. La pérennité est importante pour ces données-là. Et réduire le chevauchement des responsabilités entre les intervenants. Je vais rester quelques secondes là-dessus parce que c'est pour moi important, pas stratégiquement, mais sur le plan opérationnel, c'est probablement une des choses parmi les plus importantes. Alors en situation d'urgence, je pense tremblement de terre, choléra, polio, etc., ouragan. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur le terrain, encore une fois, très performants, avec plein de bonne volonté, mais mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que plus il y avait de la bonne volonté, plus ça pouvait créer un chaos indescriptible sur le terrain, parce que quand on a de la bonne volonté, on veut faire toujours plus de ce qu'on nous demande. Donc c'est très important au début de diminuer les responsabilités, d'envoyer un petit email, pas fancy, pas sophistiqué, mais juste 2 tirets, 3 tirets, pour définir la responsabilité de chacun, qu'on ne se marche pas sur les pieds sur le terrain, parce que c'est un chaos indescriptible, qu'on a des gens qui veulent tout faire et qui ont de la bonne volonté. C'est important de définir les responsabilités en situation d'urgence. Donc ça, j'ai parlé de la pérennité. La liste de contrôle concernant les apprentissages transférables, la liste de contrôle, les tâches, je ne suis pas trop rapide. Ça va, parce que j'essaie de contrôler mon temps. La liste de contrôle, les tâches qui doivent être effectuées. Alors évidemment, tout le monde a des tâches, to-do list, tout le monde a ça tous les jours. Mais en situation d'urgence, ce que j'ai appris, c'est
c'est la séquence. Tout le monde fait des choses, tout le monde a plein de on a des journées très, très pleines, 7 heures du matin, on dort à minuit, etc. Je me rappelle pendant le tremblement de terre, c'est des journées très, très longues, mais c'est la séquence des choses. Alors, on a tous tendance, et c'est normal dans ces périodes-là, parce que tout le monde veut aider, tout le monde a plein de bonne volonté, tout le monde a plein d'énergie, on a tous tendance à faire des choses qu'on sait faire et des choses qu'on aime faire d'abord. La séquence, après quelques années, je me suis rendu compte que la séquence est très importante parce qu'il faut faire les choses dont on a besoin d'abord, au lieu de choses dont on sait faire et qu'on a envie de faire. Donc la séquence, c'est quelque chose de très, très important sur le plan des opérations. Qui est responsable de l'exécution des tâches? Alors ça aussi, en termes de management, en termes de leadership aussi, ça peut être important parce qu'on a tendance, on ne travaille pas, on est dans la vaccination, dans la logistique, mais on ne travaille pas qu'avec les gens de la logistique, on travaille avec des ingénieurs pour l'eau, l'incinération, pour les structures sanitaires, on travaille avec beaucoup de gens autour de nous. C'est important de travailler avec les départements, avec les responsables départements, parce qu'on a tendance à faire des shortcuts, à essayer de gagner du temps et travailler directement avec la personne concernée. On a l'impression qu'on gagne du temps, mais le risque est qu'on tombe dans le micromanagement et à moyen terme, on perd beaucoup plus de temps. Donc c'est important de travailler avec les départements qu'avec les personnes au sens propre du terme sur le terrain. Qui est responsable de la coordination globale du système logistique? C'est probablement la chose la plus importante à savoir au départ. En l'occurrence, c'était moi en Haïti, et à polio et rougeole aussi, c'était moi. Donc c'est important de savoir qui est responsable de la logistique quand on arrive. Les ressources, c'est important aussi. Alors les ressources, vous allez me dire, c'est commun à tout le monde a besoin de sous pour travailler. Mais les ressources en situation d'urgence, c'est pas simplement les ressources. Et on me dit, Malek, à 100 000 $ pour les 2-3 semaines qui vont venir, c'est rien. 100 000 $ pour les opérations de cette envergure. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est quand est-ce que je peux écrire le premier chèque? Pas simplement que c'est en banque. Et quand est-ce que je peux payer concrètement cash? Parce qu'il y a des gens, vous savez, au Soudan, on a eu des situations où le système bancaire était down et on était obligé de payer cash les gens. Donc, quand je parle de ressources, c'est concrètement l'argent dans les mains, quand est-ce qu'on l'a. Donc ça, c'est important. Et les autres actions, j'ai parlé de ça, qui peuvent être mises en œuvre, c'est-à-dire l'anticipation. L'apprentissage à titre personnel, je termine, 2 slides, l'apprentissage à titre personnel, décomposer les grands problèmes. Je pense que c'est probablement la plus, c'est pas très original, mais c'est la mienne, donc j'en parle. C'est décomposer les gros problèmes en petits. Je pense que c'est véritablement une déformation professionnelle pour moi maintenant. On a tous dans la vie privée, on peut avoir dans la vie professionnelle ou privée des petits soucis, des gros soucis à gérer, comme tout le monde. J'ai tendance maintenant à les fracturer en petits soucis, en petits stress. J'arrive à les gérer mieux. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai fait après 10 années de logistique et de coordination. Se coordonner et collaborer sans cesse avec les différents acteurs. Alors, ça, c'est aussi important. Au début, enfin, il y a quelques années, je ne comprenais pas, j'avais l'impression de perdre. On a souvent l'impression en situation d'urgence de perdre son temps à boire du café ou du thé pendant 3 heures dans un bureau de chef de la police, par exemple. Alors, on ne perd pas notre temps. C'est important de discuter avec beaucoup d'acteurs qui sont en dehors de notre activité. D'abord parce que ces gens nous sauvent la vie au Pakistan, c'est eux qui nous sécurisent nos équipes, mais en même temps, c'est des gens qui nous règlent le problème au niveau district, au niveau régional, au niveau national. Donc c'est important de prendre le temps, de prendre des cafés la journée ou des bières le soir avec eux le week-end. On a passé beaucoup de week-ends avec beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec la vaccination. Donc c'est important de donner le temps à collaborer en situation d'urgence avec les autres acteurs qui ne sont pas impliqués directement. Le ministère de la Santé qui n'avait rien à voir, service sécurité, ingénieurs, etc. Donc c'est important de prendre le temps. Développer son adaptabilité, là je parle de décision, ça c'est primordial, mais ça je pense que ce n'est pas original. Les décisions, il n'y a pas pire qu'une non-décision en situation d'urgence. On a eu des situations très difficiles à gérer sur le terrain, où on a perdu des hommes et on avait besoin d'une décision. Exemple concret, on était à Karachi et un attentat, on a abattu 7 policiers de notre escorte. Il fallait décider, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement. Il fallait décider, est-ce qu'on continue la campagne ou pas? Alors tout le monde est dans les starting blocks, on ne sait pas si on revient dans nos hôtels, mais en même temps, plus vous ne décidez pas, et plus vous mettez en risque toutes vos unités, parce qu'on ne peut pas rester statique, on est obligé de bouger rapidement, mais la décision du gouvernement n'arrive pas. Et parce qu'il y a des décisions politiques, etc. Finalement, le gouvernement a décidé, malgré l'assassinat de l'escorte, la campagne continue dans tout le pays. On n'arrête pas. Donc, la non-décision pendant une journée, je pense que c'était
Tata s'est fait à midi, la décision pendant 4 heures était très difficile. Une mauvaise décision, j'ai parlé du cas extrême de Pakistan, on a eu des décisions qui étaient attendues aussi dans d'autres pays, en Éthiopie, en Haïti, etc. Mais les non-décisions, c'est les pires en termes de situation d'urgence. Une mauvaise décision, ce que j'ai appris humblement, c'est qu'elle peut toujours s'adapter, elle peut se corriger, mais une non-décision en situation d'urgence, c'est ça. Et là, vous avez besoin dans cette situation, et là, vous sentez vraiment le besoin d'un leadership, vous avez besoin de gens qui prennent la décision dans cette situation-là. Je termine avec ça. J'espère que ce n'était pas trop long. Je termine avec ça pour les recommandations. On a fait beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses à faire encore. Alors, ce que je pense, que les choses qu'on doit faire encore, il y en a beaucoup. Alors, les systèmes existants de câbles, c'est chaîne d'approvisionnement, vaccination et logistique. Voilà, câbles ne suivent pas l'évolution rapide de la vaccination, de fait qu'on a de nouveaux vaccins, donc un poids plus lourd sur la distribution, sur le stockage des vaccins, sur les nouvelles stratégies, etc. C'est plus lourd. On a une diversité des stratégies de prestation qu'on doit adapter et on a une population cible qui augmente, c'est-à-dire plus d'enfants à vacciner. Donc tout ça fait que c'est beaucoup plus dur, c'est de plus en plus dur et on est obligé de s'adapter. Alors, pour élever ces défis, les responsables des systèmes nationaux, mais la communauté mondiale, ils doivent repenser ces systèmes-là. Pour fournir les vaccins qu'il faut en quantité adéquate, bon état, au bon moment, au bon endroit. Et il y a des coûts d'approvisionnement intéressants parce qu'on a des budgets. Comme je l'ai dit, les opérations en ce moment au Pakistan sont couvertes par la majorité par la fondation, à travers l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates. Mais les ressources, c'est important. On est toujours en train d'économiser parce que c'est l'UNICEF qui nous achète nos vaccins et les distribue. On est sans arrêt en train d'économiser, en train de faire des économies de bout de Shanghai parce qu'il faut terminer le mois, il faut payer les vaccinateurs, il faut prendre les vaccins, il faut payer les transporteurs, etc. Donc on est toujours en train de marchander et voir les coûts les plus intéressants. J'espère que ce n'était pas trop long et je pense que j'ai terminé avec la présentation et l'exemple donné pour Haïti et le Pakistan. Merci. Mon cher Malek, ça fut très intéressant de t'entendre parler d'un sujet qui nous dépasse un peu tous parce qu'on n'est pas... on n'a jamais été impliqué dans ce genre de campagne et dans ce genre de situation d'urgence. Et je pense que ça nous fait réaliser un paquet de choses dans nos petits conforts qu'on a ici à Montréal et principalement à HEC. Donc, j'ouvre la période des questions. S'il y a des gens dans la salle qui sont curieux ou qui auraient des commentaires ou questions, je passe le micro. Il faut parler. Julie Paquette, je suis professeure ici à HEC. J'avais une question concernant dans le fond, votre conclusion, repenser les systèmes qu'il faut mettre en place. J'imagine que ça passe par des équipes qui sont multidisciplinaires, mais est-ce que la logistique les chercheurs en logistique peuvent aider à ce niveau-là, selon vous? Oui. Tous les gens qui sont impliqués de près et de loin, alors quand on parle de logistique de vaccins, je parle de tout, je parle des modalités de transport, je parle de gestion de stock, je parle de système d'information, je parle de la chaîne de froid. Tous ces gens qui sont impliqués de près ou de loin doivent repenser. Pour répondre à votre question, on a eu pour la petite histoire, on a eu de gros problèmes politiques dans certains pays où, pour des raisons électorales ou autres, les ministres de la Santé faisaient, sans qu'on ne s'attendait pas, on était dans le pays, ils faisaient des annonces comme ça publiquement en disant qu'on ajoute ce vaccin parce qu'il est inadmissible qu'on ne peut pas vacciner les enfants. Enfin, ça va d'un bon esprit, mais ça donnait un poids incroyable sur nos distributions. C'était une catastrophe, tout le monde courait dans tous les sens parce qu'on ne pouvait pas, logistiquement, le pays ne pouvait pas supporter la distribution d'un vaccin supplémentaire. Donc oui, on doit repenser et tous ces gens doivent être impliqués. Autre question sur le web ou... Pas de question que des bons commentaires. Ah, OK. Question. Il faut les dire, les bons commentaires, de temps en temps. Ben moi, j'en aurais une question. Oui. Tu nous parlais du cas du Pakistan, tu parlais de 19 cas de paralysie de polio. Est-ce que c'est des 19 cas dans une population comme le Pakistan qui représente je ne sais pas combien de millions de personnes? Est-ce que c'est quelque chose c'est quoi l'urgence Oui, alors, c'est à première vue, ça semble peu. C'est une très bonne question. Alors, pour savoir, il y a un seul cas de polio peut causer un problème mondial. On a 8 cas l'année dernière, c'est une catastrophe. Alors vous imaginez 370 cas, les 16 cas c'est en 2016 dont vous faites allusion, 370 cas en 2014 quand je suis arrivé là-bas,
un seul cas peut être un problème dans la région, parce que ce cas peut traverser très très rapidement. Alors il faut savoir qu'une paralysie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la paralysie flasque aiguë, parce qu'en fait, on ne trouve pas le virus, la polio cliniquement, il se trouve au niveau du laboratoire, c'est dans les selles. Donc les enquêtes qu'on fait, on essaie de trouver des paralysies flasque aiguës, c'est une certaine type de paralysie qui est typique de la polio. Et quand on en trouve un seul, on sait, dans les 2 semaines de la paralysie au laboratoire, on a la possibilité de trouver le virus dans les selles. On sait qu'un seul, c'est des centaines de milliers d'enfants qui sont porteurs sains de virus. Donc c'est une catastrophe, ne serait-ce que pour un seul cas de polio. Donc pour répondre à ta question, 19 c'est énorme, un seul cas et c'est un problème. Les protocoles, en tout cas à l'OMS, partout, le protocole, on parle d'absence de polio pour un pays qui n'a pas eu de polio pendant 12 mois. Mais pas seulement ça, maintenant ils ont changé récemment, pas simplement qu'il n'a pas de polio, mais qu'il n'a pas de polio au niveau des échantillons environnementaux. Parce qu'on peut avoir dans des échantillons du virus à polio et moins au niveau de la population. Un seul cas de polio peut être une catastrophe. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Syrie, après les événements en Syrie. On a envoyé des équipes là-bas. Donc un seul cas de polio peut traverser, il n'a pas de frontière pour les virus, pour la polio. Donc c'est une catastrophe d'avoir un seul cas de polio dans un pays. Merci. Autre question, commentaire? J'ai entendu parler de l'utilisation de drones pour livrer les vaccins dans les régions éloignées comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui est envisageable? D'abord, quel type de vaccin? Je ne suis pas tellement au courant de cette distribution. Je ne suis pas au courant, c'est un professeur qui m'a parlé de ça. En fait, c'est des drones qui vont, n'importe quel vaccin, je ne sais pas, là, mais qui vont livrer les vaccins dans les régions qui ne sont pas atteignables. Oui, je dis type de vaccin parce qu'il y a des vaccins qui sont inoculables facilement, mais d'autres, on a besoin de personnel médical. Je suis ouvert personnellement. Nous on est ouvert à tous ces apports nouveaux que la technologie nous ramène concernant la distribution. Oui, pourquoi pas, mais encore faut-il savoir quel type de vaccin et dans quel genre de population on fait ça. On ne peut pas généraliser, quelle que soit la technologie qu'on a, elle est toujours bienvenue, on ne peut pas généraliser partout ce type de distribution de vaccins. J'aimerais savoir quelle est votre attitude ou la stratégie que vous appliquez quand vous butez face à des refus de vaccination dus à des croyances religieuses ou socio-culturelles qui passent des bouches à oreille. Parce que ces jours-ci, on constate vraiment un réel problème d'information négative sur la vaccination. Comment vous Merci agissez de poser cette question-là. C'est une question très intéressante. Intéressante pour 2 raisons. La première, c'est, je vais vous donner un exemple concret, hein, si vous voulez bien, madame. Au Pakistan, nous avons recruté une équipe de religieux qui ne faisaient que de la communication pour abattre ces rumeurs-là. Alors les équipes de religieux avaient une certaine légitimité, parce que c'est des gens connus, etc. Et on avait une équipe de religieux qui ne faisait que ça, qui a éduqué certaines régions de la population au Pakistan pour leur expliquer que le vaccin n'avait pas de port et il n'y avait pas d'impact sur la fertilité féminine. Donc ça, on a recruté aussi des femmes, beaucoup de femmes. Vous savez que dans ces régions, c'est plus les hommes ont des difficultés à accéder à faire du porte-à-porte. Les femmes qui sont seules pendant la journée, dans ces cultures-là, c'est très difficile pour elles d'ouvrir, quand leur mari n'est pas là, d'ouvrir la porte à des hommes vaccinateurs. Donc on a recruté dans ces régions-là, je pense au KP, au Balochistan, dans la région du Balochistan, Peshawar, aux environs, on a recruté beaucoup d'équipes féminines et qui ont fait un travail fantastique parce qu'ils avaient plus accès à combattre la rumeur et à vacciner les enfants. Maintenant, je reviens à quelque chose de plus sensible, parce que vous parlez de la rumeur, on parlé du Pakistan, mais d'une façon générale, les gens qui sont contre les vaccins. On ne va pas rentrer dans ce débat qui a été intense et qui va prendre probablement des heures, mais on n'a pas le temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les partisans de la non-vaccination sont minoritaires. Et dans cette minorité, on a une minorité qui n'est pas contre la vaccination, mais dans cette minorité, on a une majorité qui n'est pas contre la vaccination, mais qui en doute. Pourquoi
pour les histoires d'aluminium dans les vaccins, ils ont incriminé, beaucoup de gens ont incriminé par des recherches, qui ont incriminé l'aluminium qui est composant de certains vaccins, d'être responsable de certaines pathologies, de lésions musculaires, de fatigue générale, etc. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je ne suis pas au courant d'aucune recherche scientifique qui a démontré le cause à effet que la présence d'aluminium dans certains vaccins causait ces pathologies-là. Il n'y a aucune, à ma connaissance, aucune recherche scientifique qui le démontre. Donc ça, c'est pour les rumeurs autres que les rumeurs religieuses qu'on a eues au Pakistan. J'en profite simplement scientifiquement pour que vous sachiez l'aluminium, parce que j'imagine que beaucoup de gens ont entendu parler de ça. Il y a deux types de vaccins. J'ai parlé de l'IPV et de l'OPV pour le Pakistan, parce qu'on n'a pas le temps. Mais il y a deux types de vaccins de façon générale. On a ce qu'on appelle les vaccins inertes et les vaccins vivants. Alors, qu'on inocule chez les enfants, chez les adultes. Alors, les vaccins vivants, c'est des vaccins évidemment atténués. On atténue la portée du microbe, du virus à l'intérieur. Et c'est des vaccins qui sont très performants. Et ce qu'on utilise au Pakistan, c'est les OPV, les vaccins qui sont vivants, qui sont atténués. Par contre, les vaccins qu'on appelle inertes, c'est les vaccins qui sont inactivés. Ceux-là, et seulement ceux-là, on ajoute à l'intérieur les adjuvants, c'est-à-dire de l'aluminium à l'intérieur, qui renforcent le mécanisme immunitaire chez les enfants, chez l'être humain. Donc voilà, l'aluminium, pour revenir à vos rumeurs, se pose pour les problèmes de vaccins où on a ces adjuvants, c'est-à-dire les vaccins plutôt de nouvelle génération, qu'on appelle les vaccins inertes, inactivés. OK? J'espère que j'ai répondu à votre... Autre question, remarque? Sur le net. Ben, monsieur Malek. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Et je vous donne rendez-vous au prochain séminaire du Pôle Santé, lundi le 12 mars. Le thème de ce séminaire, système de gestion au quotidien, s'inspirer du modèle du CIS de la Montérégie-Est, avec Alexandre Jean Lauzon, directeur logistique du CIS de la Montérégie-Est. Merci et au prochain séminaire. Au revoir.